Décor et puis après permettre des échanges avec les deux rapporteurs. Vous dire que la délégation a adopté ce matin donc ce rapport sénatorial que nous avons lancé maintenant il y a quelques mois et qui a été confié à Gisèle Jourda et Viviane Mallet. Elles ont procédé respectivement à peu près à 58 auditions, 92 heures d'audition, 158 personnes auditionnées. Donc on a couvert quasiment, pas quasiment, l'intégralité des acteurs de la filière déchets en Outre-mer et au plan national. Et je pense notamment aux éco-organismes et elles y reviendront. Avec 3 déplacements, ça faisait longtemps que la délégation ne s'était pas déplacée, crise Covid oblige. Et donc il était important que sur un sujet comme celui-là, où la réalité on la touche encore plus quand on se déplace sur nos territoires, les rapporteurs se sont donc déplacés avec la délégation donc à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui permet d'avoir une vue sur le terrain et de rencontrer les acteurs en particulier. On a également opéré des tables rondes thématiques par bassin, ce qui nous a permis de couvrir l'ensemble de territoires. Ce qui fait de ce rapport vraiment un travail qui était demandé déjà depuis quelques années maintenant. Viviane Mallet était porteuse de ce message également au sein de la délégation depuis maintenant de nombreuses années, mais elle porte le dossier dans l'hémicycle régulièrement et elle en parlera mieux que moi tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait de ce rapport un rapport très exhaustif qui couvre l'intégralité de l'outre-mer et de manière très précise par territoire, ce qui nous donne une très très bonne photographie avec des données quand même qui nous laissent penser, et le titre du rapport parle à lui tout seul puisqu'on parle de code d'alerte. Donc je laisserai également les rapporteurs pouvoir s'exprimer sur le sujet avec une situation d'urgence immédiate, sanitaire, environnementale, et puis un deuxième temps, un temps long, qui nécessite un certain nombre de préconisations. Donc ce sont les 26 recommandations qui font l'objet de ce rapport, articulé entre nos deux co-rapporteurs. Donc je vais peut-être maintenant laisser la parole. Alors je ne sais pas si on passe d'abord aux échanges avec vous pour que ce soit plus interactif, ou si les rapporteurs veulent faire un exposé rapide de leur rapport, comme vous le voulez. On est entre vos mains pour que ce soit le plus utile également pour vous. Priorité au rapporteur. Eh bien, je vais peut-être laisser la parole à Viviane peut-être pour commencer. Tout à fait, absolument. Oui, bon, merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs. Merci d'être présents. Donc, effectivement, comme vient de le souligner notre président, après de nombreuses auditions, près de 160 personnes auditionnées ou rencontrées, 3 territoires visités, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et La Réunion, nous avons proposé ce matin le rapport à la délégation sénatoriale. Alors, pourquoi ce sujet ? En fait, parce que la gestion des déchets est un service public essentiel au cœur du quotidien des populations, au même titre que l'eau ou l'assainissement, et sans lequel il ne peut y avoir de développement harmonieux et digne sur nos territoires. Alors, cette réalité est confirmée chaque jour. La question des déchets est au cœur de l'actualité des Outre-mer. Pratiquement pas un jour sans que la presse régionale ultramarine, et je vois le quotidien qui est présent là ce matin. Donc c'est vrai que la presse fait écho régulièrement des problèmes des déchets. Nous avons aussi beaucoup d'initiatives citoyennes, des projets innovants, des problèmes de collecte, de traitement des déchets. De plus, la société civile est de moins en moins tolérante. La prise de conscience monte et les collectifs citoyens se mobilisent de plus en plus. Il y a une vraie crainte pour le cadre de vie, l'environnement et le sentiment qu'on abîme nos territoires. Le rapport est concentré sur les spécificités ultramarines, pas sur la politique des déchets en général. Tous les déchets ont été évoqués, mais avec une attention particulière pour les déchets ménagers. Alors, le constat est celui d'un retard majeur des Outre-mer en matière de gestion des déchets. Tous les territoires sont concernés, mais à des degrés très différents. Alors, c'est vrai que nous avons le problématique de l'environnement, nous avons le problématique de l'éloignement, nous avons le problématique aussi de nos modes de vie, qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Mais bon, c'est surtout l'éloignement qu'il faut... et la géographie qu'il faut retenir. Un chiffre en métropole, environ 15% des déchets ménagers finissent dans les centres d'enfouissement, 85 étant valorisés outre-mer. Le rapport est inversé.
En Martinique, qui est le territoire ultramarin qui enfouit le moins, ce taux d'enfouissement est de 40% environ en 2020, quand les autres se situent entre 60 et 80%, voire même 100% à Mayotte. Alors sur la collecte sélective, les ratios sont aussi très faibles par rapport à l'Hexagone. Les emballages ménagers ont des taux de 3 à 4 fois inférieurs, voire 20 fois comme à Mayotte. D'autres filières REP sont même absentes de certains des territoires où viennent juste de s'y implanter. Par exemple, la filière ameublement à Mayotte et en Guyane n'existe pas. Très clairement, les éco-organismes ont longtemps négligé les Outre-mer, car cela coûtait trop cher et c'était compliqué. Et c'est que depuis 3 ou 4 ans, et surtout depuis le vote de la loi AGEC, largement amendée par le Sénat, que les éco-organismes se penchent sérieusement sur ces territoires. Alors, un autre point saillant, une part importante des flux échappe à la collecte. Par exemple, en Guyane et à Mayotte, les quartiers informels peuvent représenter jusqu'à 41% de la population. Le service de collecte n'y va pas et les habitants ne contribuent pas au service public. En fait, il y a le fléau des dépôts sauvages, jusqu'à 1200 recensés à La Réunion, par exemple par l'ARS. Plus de 300 en Martinique. Et pour les VHU abandonnés, le stock historique estimé à 65 000 en 2015 n'aurait diminué que d'un tiers en 7 ans, après pourtant un plan très spécial. Ce tableau d'efficience et retard de la gestion des déchets outre-mer place ces territoires dans des situations d'urgence environnementale, mais aussi et surtout d'urgence sanitaire. Le constat est alarmant en Guyane et à Mayotte. À Mayotte, des enfants jouent dans les dépotoirs, comme nous avons pu le constater. Cette situation exige d'en faire une cause nationale. Et comme dirait ma co-rapportrice, un plan Marshall pour Mayotte. Elle y tient beaucoup. Alors, un exemple très concret des conséquences sanitaires graves. La leptospirose, par exemple, qui peut être mortelle, est nettement favorisée par l'abandon de déchets et la prolifération des rats. En Guyane, son taux de prévalence est 70 fois supérieur à celui de la France hexagonale. Il peut y avoir aussi le problème des anciennes décharges illégales qui peuvent polluer les sols, l'eau, très longuement après leur fermeture. Alors un suivi, évidemment, est nécessaire. Les enjeux environnementaux sont forts, sans qu'il soit besoin d'en dire plus. Pour rappel, l'outre-mer héberge 80% de la biodiversité. Cela appelle un effort national à la hauteur de la responsabilité de la France pour défendre cette biodiversité. Mais aussi, c'est un enjeu économique. Pas de touristes possible si le paysage est enlaidi. Très clairement, la cote d'alerte est atteinte, voire dépassée dans certains territoires. Un état des lieux a été fait par territoire. Des différenciations importantes existent. La situation de chaque territoire pourrait être résumée ainsi. Mayotte et la Guyane sont en urgence absolue, comme on l'a déjà dit. Tout reste à construire. À titre d'exemple, il n'y a pas de déchetterie en Mayotte. C'est prévu, mais pas encore d'actualité pour l'instant. Et seulement 2 en Guyane, pour un territoire grand comme le Portugal. La Guadeloupe et la Martinique et la Polynésie française sont sur une ligne de crête et ne parviennent pas à accélérer l'urgence et gérer, mais pas au-delà. Wallis et Futuna est en train de bouger avec un essor du tri sélectif et des dépotoirs sauvages en voie de réception. La Réunion et la Nouvelle-Calédonie sont mieux engagés vers un changement de modèle avec de meilleures infrastructures, en particulier à La Réunion avec de grands projets en construction. Saint-Barthélemy est à part, avec une bonne gestion moderne, mais une absence de prévention. Saint-Pierre-et-Miquelon est le bon élève de la prévention et du tri, mais est complètement défaillant sur le traitement, avec des décharges littorales illégales qui brûlent à ciel ouvert. Saint-Pierre-et-Miquelon, par ailleurs, il faut souligner la fragilité financière du service public des déchets. Le coût de gestion outre-mer est en moyenne 1,7 plus élevé qu'en métropole. Par ailleurs, les recettes rentrent mal. Le taux de la TOM sont déjà élevés, près du double de la moyenne nationale. Surtout, la TOM est perçue avec la taxe foncière. Or, cette taxe est très mal collectée dans les outre-mer, notamment en raison de l'inexactitude du cadastre. Et beaucoup de syndicats mixtes sont avec des finances très fragiles. Alors, le défi pour les Outre-mer est donc double. Bon, il y a un écho. D'une part, gérer l'urgence avec des actions rapides
Bon. Excuse-moi. Je pense que c'est bon. Je vais continuer. Donc les défis, comme je le disais, pour les Outre-mer est donc double. D'une part, gérer l'urgence avec des actions rapides et des investissements structurants classiques. D'autre part, s'engager sur la voie de l'économie circulaire, qui est souvent un chemin très long, mais bien plus durable. Alors l'équilibre est difficile à trouver et nous avons 26 propositions du rapport qui s'y efforceront de répondre à ces problématiques. Et ma collègue Gisèle Jourda va vous les présenter. Merci de votre attention. Donc, merci beaucoup Viviane. Donc, et merci mesdames et messieurs de votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez donc, à ce sujet d'importance qu'est la collecte, le traitement et la valorisation des déchets dans les départements ultramarins. 26 propositions. Elles vous ont été distribuées. Je n'en évoquerai qu'une dizaine pour pouvoir après laisser place aux questions. On l'a dit, cote d'alerte et urgence. Que mettre en place par rapport à la situation? D'abord, des plans de rattrapage exceptionnels se doivent être mis en place, ainsi qu'un puissant ballon d'oxygène financier pour ces territoires. Pour investir, nous proposons donc un plan exceptionnel de 250 millions d'euros sur 5 ans, étant bien entendu que ces fonds s'ajoutent aux fonds existants. C'est important. Ensuite, ma collègue l'a évoqué, 2 territoires en énorme difficulté, Mayotte et la Guyane. Et pour Mayotte, effectivement, un plan Marshall XXL s'impose. Parce que la situation n'est absolument pas tenable, tant en matière donc, de déchets que de décharges et que du vécu au quotidien et que des vecteurs donc, de maladies qui donc, sont générés par cette situation. Très clairement, il s'agit de doter ces territoires d'un vrai réseau de déchetteries, de centres de tri et d'unités de valorisation énergétique. Les centres d'enfouissement seront aussi mis aux normes. Autre mesure très forte de notre rapport est une mesure qui a donc une marraine et vraiment une personne qui le porte énormément, c'est l'exonération de la TGAP pour 5 à 10 ans, dossier cher à Madame Viviane Mallet. Cette taxe est injuste et inefficace en Outre-mer. Chaque année, elle est contestée et rabotée lors de l'examen de la loi de finances. Pourtant, malgré ces réfactions, son coût pour les collectivités ne cesse de s'alourdir. La TGAP représente déjà 16% des budgets de fonctionnement et si rien n'est fait, elle va doubler. Cette mesure d'exonération permettra d'alléger massivement et immédiatement les dépenses de fonctionnement des syndicats mixtes et des EPCI. Résultat, tout de suite, cela permet de renforcer l'ingénierie en recrutant, de renforcer la collecte, la prévention, la communication et surtout de réinvestir. En 2020, la TGAP a coûté 17 millions d'euros. Sur 5 ans, c'est près de 100 millions d'euros réinjectés pour les déchets dans les seuls DROM. Alors là, je tiens à le souligner, je ne veux pas être lourde sur ce sujet, mais vraiment, vous avez en Viviane Mallet quelqu'un qui a... D'abord, nous avons constaté sur les territoires que c'était unanimement porté lorsque nous avons fait donc, notre rapport. C'est quelque chose qui est commun et une demande qui est portée par tous, mais à un certain moment donné, il faut quelqu'un qui l'incarne. Et c'est énormément incarné donc, par Viviane qui a à cœur donc, de faire que cette mesure soit mise en place afin qu'on puisse progresser. Alors, bien sûr que notre rapport propose d'autres mesures. Dans les collectivités d'outre-mer, le modèle de l'écotaxe valisienne est très intéressant. Sur la gouvernance, c'est très important la gouvernance, il est ressorti de nos auditions un manque de vision globale dans certains territoires.
avec plusieurs acteurs en charge du traitement, aussi bien dans certaines DROM que dans les collectivités d'outre-mer, même si les organisations diffèrent dans chaque territoire, ce qui est tout à fait logique puisqu'ils ne sont pas tous dans la même parité donc institutionnelle. Il faut aller vers un opérateur unique pour assurer le traitement. Dans les DROM, un seul syndicat mixte serait la bonne solution, comme cela existe en Martinique ou à Mayotte, indépendamment des difficultés propres de ces établissements, bien sûr. En Polynésie, le pays doit récupérer la compétence assumée par des communes qui sont totalement dépourvues de moyens. C'est une mesure donc phare qui nous a été inspirée donc par M. Tétouani, parce que, compte tenu des écarts et des distances, il n'est pas possible de continuer dans ce type de gouvernance. En Nouvelle-Calédonie, il faut simplifier le millefeuille gouvernement, province et communes. Une meilleure coordination fait défaut. La région est en charge d'élaborer le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Mais ensuite, ce qui fait défaut, c'est le suivi. Il y a un défaut complet de suivi et il n'y a pas de coordination. Et le pilotage est donc totalement irrégulier. Il faut donc que le comité du suivi du plan devienne une véritable instance de pilotage et de coordination, surtout sur les territoires insulaires. Et quand qui dit territoire insulaire, ça peut être la double, triple insularité. Tous les acteurs ont besoin d'être au diapason et il faut éviter les doublons sur les projets de recyclage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons constaté ? Le problème qui est lié à l'ingénierie et à l'expertise. Ça n'est pas donc une réalité égale sur l'ensemble des territoires. Et franchement, c'est là donc une question qui va au-delà d'ailleurs de notre rapport. Toutefois, pour que le plan exceptionnel des 250 millions d'euros sur 5 ans dont je vous ai parlé soit réellement consommé, nous proposons que dans chaque territoire, il y ait des plateformes de projets regroupant l'ingénierie d'État, l'État et les collectivités. Comme ça, donc, ça permet de créer une base où les projets prendront corps. D'autres mesures sont proposées, comme la mise en place d'un guichet unique pour les collectivités ou le renforcement du fonds Outre-mer géré par l'AFD. Il a témoigné de toute son efficacité. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui nous a particulièrement donc, surprise et fortement interrogée. C'est ce que nous avons appelé et que nous appelons la carence des éco-organismes, qui commencent seulement à s'investir sérieusement dans ces territoires. Le temps de l'obligation de résultat est venu. Nous proposons que si des résultats ne viennent pas cette année, il va falloir expérimenter des pénalités automatiques pour les éco-organismes qui n'atteignent pas les objectifs chiffrés. Il faut enfin que les cahiers des charges des filières REP prennent mieux en compte les outre-mer. Les filières REP ne peuvent pas se cacher derrière leurs petits doigts et considérer... Salut Antoine, oui. Tu vas bien ? Oui, ça va, oui. Je te dérange pas, j'ai l'impression que tu es dans les transports. Ouais, je suis dans une bici, effectivement. Donc, c'est à propos de Rexola, tu appelles, ça, je suppose ? Oui. Ouais. Oui. Chouette la discussion, hein ? Oui, voilà, c'est super. Tu avais demandé de... Ouais, j'ai changé de... Ouais, écoute, vas-y, dis-moi. Parce que moi, j'attends d'ici quelques minutes, a priori, quelqu'un de la direction de Rexola qui me rappeler. Ouais. Alors. Ok, bon, écoute, on peut mettre en commun après, c'est juste, comme je vois que tu avais réagi à ce mail, on va voir ce qu'on pouvait faire. Alors, moi, du côté bon. Je vais pas avoir le temps de sauter. Et si ça dure longtemps. On va vérifier qu'elle ait trouvé la solution, parce que oui. ça commence à nous inquiéter sinon. Apparemment, c'est pas trop le cas. Alors. Mais à voir. Donc, de ce côté-là, je veux bien un petit peu aller voir. Et moi, a priori, c'est quelqu'un oui. Bon. Donc, je disais que
Il faut enfin que les cahiers des charges des filières REP prennent mieux en compte les outre-mer, car c'est totalement insuffisant. On a bien vu que, et je le disais, il ne faut pas qu'ils se cachent derrière leurs petits doigts, c'est que quand on peut entendre que pour ces filières REP, certains trouvent qu'évidemment dans les départements ultramarins, donc c'est beaucoup plus cher que les filières REP donc, en hexagone, c'est pas entendable. Il faut que ces filières soient mises en place dans les départements ultramarins, comme d'ailleurs, donc la législation leur en fait obligation. Hein. Dont les éco-organismes doivent mutualiser leurs moyens et non pas agir chacun dans leur couloir. Les cahiers des charges doivent l'imposer. Les précédentes propositions visent à insuffler une nouvelle dynamique avec plus de financement, une meilleure gouvernance, de l'ingénierie et des éco-organismes investis. Elles doivent doter les acteurs du déchet des moyens d'agir. Donc pour ce faire, nous avons prévu une seconde série de propositions qui, elles, concernent davantage les stratégies de mise en place à déployer pour entamer un virage vers davantage d'économie circulaire dans le contexte particulier des Outre-mer. Un point important, il faut adapter la réglementation. Si nous n'adaptons pas la réglementation, nous aurons toujours ces temps de retard à combler et nous aurons toujours ces disparités entre territoires et au sein même d'ailleurs de certains territoires, parce que dans des régions même, il y a des disparités, qu'on soit au nord, au sud ou à l'est, ce n'est pas du tout les mêmes problématiques. Donc nous proposons aussi qu'à titre expérimental, les Outre-mer soient habilités à fixer leurs propres normes en matière d'interdiction de mise sur le marché de certains produits, de réemploi ou de consigne. La consigne sur le verre peut ainsi avoir un grand avenir, comme c'est le cas à La Réunion, où elle est donc mise en place et expérimentée. La réglementation est un levier à mieux exploiter. Elle doit définir la prévention en réduisant ou supprimant certains produits particulièrement difficiles à traiter sur ces territoires. Des systèmes de consigne sur les batteries seraient intéressants à expérimenter pour qu'elles cessent de finir au bord des routes et dans les ravines. Et comme le disait donc Viviane dans la partie constat, il est hors de question de voir ces batteries qui sont extrêmement dangereuses être finalement soit des sortes de guets dans des passages donc d'eau usée où jouent les enfants à proximité, au risque de pouvoir être contaminés. C'est quand même quelque chose là d'extrêmement prégnant. Dans les territoires isolés et les plus défavorisés, une piste prometteuse est à développer. Ce sont les dispositifs de gratification du tri. Alors là, il y a une expérience à Mayotte qui mérite donc d'être soulignée, tout comme d'ailleurs à Wallis. Alors cette expérience à Mayotte vise le fait de gratifier donc les personnes qui vont, puisque la collecte est vraiment donc en récession, vise à gratifier les personnes qui vont déposer dans les magasins de proximité. Ils vont déposer donc leurs déchets et ils sont donc valorisés par des bons d'achat, c'est-à-dire que s'ils amènent des déchets, ils ont en contrepartie donc des bons pour des produits d'hygiène, etc., etc. Et ça marche extrêmement bien. De même, nous préconisons donc la mise en place des éco-carbés. Vous allez me dire, qu'est-ce les éco-carbés ? Bien, ce sont des sortes de centres d'enfouissement simplifiés qui ont montré de très bons résultats en Guyane et dans les villages isolés. Cette expérience pourrait inspirer d'autres projets, par exemple dans les îles polynésiennes. Autre sujet majeur qui a été évoqué par Viviane Mallet tout à l'heure, c'est celui du fléau des dépôts sauvages. Dépôts sauvages qui sont donc générateurs donc, de pollution, tant des sols, de pollution des nappes phréatiques, mais surtout vecteurs et porteurs de maladies. Sur ce point, notre constat, un de nos constats, mais ce qui est vraiment le plus prégnant, c'est que la répression dans ce domaine est beaucoup trop faible. La loi était complexe, mais depuis la loi AGEC de 2020, les moyens légaux ont été renforcés et clarifiés. Ce pourquoi nous proposons la création de polices municipales intercommunales concentrées sur la lutte contre les dépôts sauvages
Et ces brigades de police municipale doivent être créées, à notre sens, partout sur les territoires où existent ces décharges. Autre levier possible, je reviens aux éco-organismes. La loi AGEC met à la charge des éco-organismes le coût du nettoiement des dépôts. Mais à partir de 100 tonnes, ce seuil est beaucoup trop élevé. Nous demandons qu'il soit baissé, c'est urgent. Il faut l'abaisser de manière drastique à 1 tonne, par exemple. Il est évident que le seuil est à discuter. Il y a d'autres partenaires qui travaillent sur ces sujets. Nous sommes, nous, sur un sujet transversal et nous sommes la sonnette d'alarme danger de cette cote d'alerte, mais nous sommes ouverts à des partenariats dans ce domaine. J'en viens à un point très important qui est celui de donner beaucoup plus d'importance aux filières locales de recyclage. Alors, elles sont développées dans certains territoires et elles sont complètement inexistantes dans d'autres. Ce qui n'empêche pas que nous avons constaté de visu un foisonnement de projets et des premières réalisations d'envergure, comme le recyclage du plâtre et du verre à La Réunion, qui est vraiment exemplaire, je dois dire, qui est vraiment à suivre. Sur tous les territoires, il y a l'ambition et des projets se montent. C'est l'axe majeur à soutenir dans les prochaines années pour sortir de la logique de l'exportation. Alors là, c'est vraiment un point qui, moi, en tant qu'hexagonale, m'a énormément choqué. C'est le transport des déchets en conteneur qu'on n'arrive pas à faire sortir des territoires ultramarins. Pour certains, ils sont contraints de par le côté insulaire, il n'y a pas d'autres possibilités, c'est stocké. Et ensuite, il y a l'évacuation de ces déchets qui ne peut pas se faire parce que bien souvent, ils traversent plusieurs zones avec des zones douanières différentes et certaines zones ne veulent pas de certains produits et on a des containers qui attendent de partir depuis des mois et qui n'arrivent pas donc à circuler. Ça, c'est vraiment un gros problème, donc notamment pour les déchets dangereux ou qui reviennent, comme le dit, et qui reviennent, et ça, c'est quand même un gros problème. Nous n'avons pas de solution clé en main sur ce sujet. Nous ne sommes pas, ni l'une ni l'autre, des petites fées avec une baguette magique. Mais en tout cas, nous avons des baguettes magiques pour, en tout cas, réveiller les consciences. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et même si ça va demander patience, mais cette multitude d'actions, il faut les commencer par un soutien financier au projet. Quelques pistes se dégagent. Mieux partager les expériences entre les Outre-mer pour les dupliquer, renforcer la défiscalisation, structurer les écopoles autour des centres de tri multifilières et fixer aux éco-organismes des objectifs de recyclage local. Notre dernier axe fort, c'est la valorisation énergétique des déchets. À ce jour, seules la Martinique et Saint-Barthélemy, on a tellement l'habitude de dire Saint-Barth, et Saint-Barthélemy ont recours. En métropole, cela représente 30% des déchets ménagers. C'est nécessaire si on veut réduire rapidement l'enfouissement et valoriser les déchets qui, aujourd'hui, en l'état des technologies et des capacités des territoires, ne peuvent pas être encore recyclés. Pour cela, il faut que la Commission de régulation de l'énergie définisse un cadre clair, pérenne et favorable au prix de rachat de l'électricité produite par l'incinération des déchets. L'équilibre économique de ces projets en dépend. Les déchets peuvent compléter le mix énergétique des Outre-mer qui doivent tendre vers l'autonomie. Voilà, nous n'avons décliné qu'une dizaine de propositions, mais vous dire que notre volonté conjointe a été de dresser un état des lieux et de dresser des perspectives pour en sortir. Et aujourd'hui, l'urgence à en sortir est extrêmement importante. Vous trouverez dans le rapport par territoire, quelle que soit la qualification et en tout cas institutionnelle et l'histoire institutionnelle des territoires, vous trouverez l'exhaustivité de toutes les auditions auxquelles nous avons proposé et surtout, vous pourrez repérer sur chacun des territoires voulus les discussions qui sont générées par les territoires
Et nous en avons fait, non pas la substantifique moelle, mais en tout cas, nous avons essayé de dresser à la fois constats et pistes pour pouvoir donc ouvrir la discussion. Et je laisse le soin à Viviane de conclure. Voilà. Gisèle. Donc, écoutez, ces travaux ont mis en lumière l'extrême précarité de certains territoires et puis l'urgence absolue à agir, vous l'avez compris. C'est une cause pour nous nationale qui mérite que la solidarité nationale joue pleinement. Alors, nous avons ces 27 propositions, sont aussi concrètes qu'au possible et appellent des traductions précises, soit par la loi, soit par le règlement ou des mesures administratives. Alors, le travail avec le groupe d'études sur l'économie circulaire permettra certainement de faire fructifier certaines d'entre elles, notamment lors des débats en séance publique. Voilà, mesdames et messieurs, le rapport que nous avons soumis ce matin à la délégation des Outre-mer. Merci. Donc, nous sommes à votre disposition pour des questions. Plébiscité. Oui, et vous dire également que sur la base des préconisations d'un rapport de Pascal Gruny au Sénat, en fait, le Sénat a adopté un nouveau dispositif de suivi de ses travaux, notamment au niveau des rapports, ce qui explique qu'en réalité, on identifie les leviers, qu'ils soient législatifs ou réglementaires, le calendrier dans lequel ils peuvent se réaliser et quels sont les acteurs qui vont être mis en œuvre. Donc ça va permettre de donner de la visibilité aussi aux acteurs et aux législateurs, et y compris à l'action de contrôle que nous avons notamment sur la partie gouvernementale ici dans cette maison. Et parce que les gens nous disent souvent, mais que deviennent vos rapports? Enfin, ils ont un suivi en l'occurrence. Et là, l'objectif du Sénat, c'est de donner de la visibilité, y compris aux journalistes que vous êtes, puisque vous pourrez également suivre les avancées successives. Et on sait déjà que le groupe de travail économie circulaire va se faire le porte-voix d'un certain nombre de recommandations. D'ailleurs, Gisèle en fait partie également. Donc voilà, il n'y aura pas capillarité, ça va remonter dans différentes commissions et institutions du Sénat. Et donc le rôle de la délégation, ce sera évidemment d'assurer le suivi de ces recommandations pour voir un peu à quelle échéance et dans quelles conditions elles peuvent se mettre en œuvre. Et nous sommes à votre disposition, bien évidemment. J'avais peut-être une question. Je travaille pour RCI, Nicolas Ledin, de Radio des Antilles. Je voulais savoir, vous parlez de gratification du tri notamment. Est-ce que vous avez identifié des besoins de sensibilisation peut-être à mener auprès des populations? On sait qu'il y a des habitudes locales, parfois qui sont très ancrées sur la gestion des déchets au quotidien. Oui, nous avons donc constaté sur les territoires d'abord des plans de communication. Certains, c'est zéro déchet, par exemple. C'était quelque chose de très important. Les sensibilisations donc, des populations, on a pu voir la sensibilisation des scolaires qui sont mises donc en place. Mais là aussi, à un certain moment donné, il y a des territoires, plus avancés que d'autres sur certains secteurs, parce que là où se pratiquent les collectes, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Là où la collecte est donc assurée, je pense notamment à La Réunion, là où le traitement est assuré, comme à La Réunion, il y a des plans de communication, de sensibilisation qui ont été mis en place pour en arriver après, donc à la valorisation du déchet. Mais vous avez certains territoires où la collecte, la simple collecte n'est pas mise en place. Non pas parce qu'il y a une volonté d'empêcher la mise en place, c'est pas ça du tout. C'est que la réalité des territoires, le manque de moyens, les questions de surpopulation, de densité de population et puis de géographie, tout simplement, des territoires ne permettent pas d'aller collecter. Donc ils en sont uniquement. Et là, on a vu la détresse des élus. On ne peut pas tout dire et dans une conférence de presse. Mais quand on voit la volonté des élus de terrain, quel que soit qu'ils appartiennent à la région, au département, à la commune, etc., qui ont envie de faire, mais qui sont complètement paralysés parce qu'il n'y a pas les moyens de faire. Donc là, il est évident que la sensibilisation, monsieur, à laquelle vous pensez, ne peut pas prendre la même forme et la même manière d'être. Mais en tout cas, c'est une volonté qui est chevillée donc sur les territoires, mais qui ne peut pas donc s'exercer partout parce que d'abord, les moyens de communication ne sont pas donc égalitaires partout non plus. Pour ajouter par exemple à Mayotte, si on peut toujours donner l'exemple de Mayotte,
le tri sélectif, les bornes sélectives verre, carton, tout ça, commence à s'implanter sur le territoire. Et dans une mairie ou un territoire, on a vu sur Mayotte, par exemple, il nous disait que les bornes ne réceptionnaient que 40 kilos à la fin de l'année, quoi. En fait, la population n'est pas habituée, on n'a pas ce réflexe d'amener, on n'a pas peut-être le transport aussi pour l'amener. C'est ça aussi la difficulté. S'agissant des maîtrises d'ouvrage des projets, vous avez parlé des syndicats mixtes. Est-ce que les entreprises publiques locales sont aussi une source de projets potentiels et facilitantes dans la mesure où elles peuvent associer les énergies et les moyens du public et du privé, et où il y a, semble-t-il, aussi un contexte favorable? On a vu au congrès des SEM que... au dernier congrès des entreprises publiques locales à Tours, que le mouvement des EPL d'outre-mer prend de la vigueur. Ça, c'est une première question. Puis une deuxième question, est-ce que vous avez calculé le besoin d'investissement cumulé qui serait nécessaire pour combler le retard que vous avez constaté? Oui, je suis Laurent Miguet, du Moniteur des travaux publics et du bâtiment. Sur la maîtrise d'ouvrage, je vais répondre sur l'aspect un peu technique et juridique. Alors, si vous allez sur les EPL en particulier, vous savez qu'une EPL n'aura pas vocation à gérer la fiscalité ou la taxe liée aux ordures ménagères, puisque contrairement aux syndicats mixtes qui, lui, se voient conférer la compétence quand une collectivité adhère, par exemple, une commune adhère à un syndicat mixte, fermé ou ouvert, il y a un transfert de compétences et un transfert de la fiscalité. Sur les EPL, on n'a pas le même dispositif, ce qui fait que la fiscalité reste à nouveau commune. J'ai presque envie de vous dire que si on parle de maîtrise d'ouvrage, de la construction d'infrastructures comme sont les poches d'enfouissement qu'on a pu évoquer notamment et qui existent par exemple à La Réunion et que connaît bien Viviane, effectivement, en maîtrise d'ouvrage, les collectivités ont peut-être intérêt à déléguer cette maîtrise d'ouvrage à ces EPL qui ont la compétence, le savoir-faire et l'ingénierie qu'évoquait Gisèle au regard des réseaux existants. Sur la gestion en tant que telle, en fait, la réflexion de la délégation, c'était plutôt de se dire de rationaliser peut-être et d'avoir un seul opérateur en fonction du type de déchets. Et là, en l'occurrence, on parlait des déchets ménagers. Peut-être sur la partie sur les déchets donc des entreprises. Ah oui. Alors, je fais alors, moi, ce qui m'a énormément frappé, puisque c'est vrai que dans l'Hexagone, on voit les différentes filières, mais c'est qu'à un certain moment donné, par rapport à tout ce qui est donc déchets du bâtiment, donc valorisation donc de ces déchets, création de filières, etc. Dans certains secteurs, il y a les entreprises qui commencent à s'emparer de la problématique, mais je suis vraiment navrée de dire que c'est pas pour tous, quoi. C'est des charges, et puis qu'on valorise pas, on n'en est plus là. Donc c'est vraiment donc, au tout départ de la chaîne. Et ça, moi, ça m'a énormément choquée, parce que quand on voit comment aujourd'hui on peut valoriser des déchets et en faire, ce qu'on dit dans notre rapport, une ressource en fait supplémentaire pour les territoires, je crois que là, comme monsieur parlait tout à l'heure, d'avoir une démarche pédagogique, il va falloir avoir une démarche pour pouvoir donc sensibiliser les entreprises à se saisir des problématiques en matière donc de recyclage et de traitement de leurs propres déchets inhérents à leur activité. Et sur les SPL aménagement, par exemple, vous avez aussi toute une partie, moi je le vois à La Réunion, qui est ciblée pour tout ce qui est recyclage, voilà, pour que les installations se placent, s'installent, et que le recyclage se fasse avec les entreprises. Donc c'était des poches dédiées à l'environnement, quoi. Il y a bien un partenariat public-privé. Donc le modèle, l'exception à ce que vous dites, c'est le plâtre à La Réunion, si on a bien entendu. Oui. Le plâtre et le verre, hein.
Et le verre, Le oui. verre qui est mis dans Le placoplate qui est dans broyé, l'aérosol. réutilisé. Ça, c'est super Et bien. aussi le verre Et- qui sert de liant pour les oui. chapes de béton. Voilà, pour les Et petits aussi, tuyaux. une technique aussi innovante, c'est le broyage du verre pour les recyclages de piscine, Oui. à la place de mettre du sable. Et alors sur le cumul d'investissements nécessaires, Ben, est-ce que on vous- l'a chiffré à 200. Cumul, non, on a donné par année et par. On a Je crois que tu as par donné un plan le. exceptionnel. Pour tenter, c'est ce que on exprimait, on a chiffré ça à 250 millions d'euros sur 5 ans. Et comme je l'ai dit, venant en plus des crédits et des sources de financement actuelles. Par rapport, si vous voulez, je pense qu'on est peut-être en dessous même de la jauge voulue, mais il fallait à un moment fixer quelque chose parce que c'est très. Enfin, moi, j'exprime non pas la difficulté que je ressentis parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais il y a tellement de choses à remettre à parité. C'est vraiment une. Si sur 5 ans, on arrivait à lisser 250 millions d'euros, je pense que pour certains territoires avancés, ben, on va en faire donc l'exemplarité. Et comme nous disions aussi, il y a des expériences sur les territoires dont on peut s'inspirer pour les autres, en sachant que nous avons donc à mettre donc, dans ce plan Marshall, quelque part, dans ce plan d'urgence, nous devons quelque part consolider les plus faibles. Plus faibles, c'est la Guyane et c'est Mayotte. Voilà. Et si nous n'arrivons pas donc, à faire prendre conscience au pouvoir public qu'il y a maintenant, il faut passer donc, des constats aux actes, et les actes, ça se marque par le fait d'additionner des dispositifs. Et si on ne commence pas, si on ne met pas le pied à l'étrier, on saura se retrouver dans quelques années dans la même situation. Mais moi, je tiens surtout à sensibiliser sur le fait que lorsque nous parlons de problématiques de déchets, de dispositifs législatifs, on n'a pas... j'ai occulté l'aspect européen, parce que là aussi, nous devons, par rapport à la réglementation européenne, et nous le disons dans le rapport, nous devons de passer à une échelle supérieure. Et avec Madame de Cidrac, qui s'occupe donc de tout ce qui est économie circulaire, membre de la Commission des affaires européennes, il y a des dispositifs qu'on portera pour faire évoluer les législations. C'est un point extrêmement important. Mais derrière ça, on parle d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans un quotidien dont personne ne voudrait plus. Et je rappelle que nous sommes en France. On ne parle pas. Et cette problématique, si on ne la fait pas nôtre, et si on ne marque pas, comme l'a dit donc Viviane là maintenant, il est urgent d'agir. C'est vraiment une question de survie pour certains territoires. Parce que les vecteurs de maladies, que ce soit la leptospirose, que ce soit ceux qui communiquaient par les nuisibles, etc., c'est quand même extrêmement... les cas, l'ARS que nous avons rencontré, les cas sont endémiques. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ils sont en constante évolution. On ne peut pas perdurer comme cela. Et ensuite, il y a, comme pour tout projet, comme pour tout dossier, eh bien, on pointe les problématiques globales et générales qui sont des problématiques donc vitales, pour ne pas dire viscérales, et puis après, il y a ce que l'on peut aménager, parce qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés, il ne faut pas non plus... il faut faire un constat qui soit un constat équitable. Voilà un peu, moi, ce que je souhaitais renvoyer donc, comme visage sur ce rapport, parce que c'est vraiment quelque chose... à un moment, quand je vous parle il y a des années en arrière, quand on a eu conscience des problèmes de pollution, des problèmes d'environnement, des problèmes de comment mieux vivre dans la nature, hein, parce que je ne vous parle pas de la mangrove donc à Mayotte ou donc de l'état des sols, hein. Mais il y avait quelque chose qui s'appelait la France défigurée. C'était une des premières émissions qui était faite par un journaliste et qui voulait montrer
comment on pouvait défigurer donc, un paysage institutionnel. Eh bien là, on est sur des départements ultramarins pour certaines défigurés et nous devons jouer. On a tenté, en tout cas autour de notre président, qui nous a beaucoup soutenus, avec Madame Mallet, d'apporter un peu de réponse en profondeur, mais surtout d'essayer de redonner un peu de l'harmonie une harmonisation entre ces territoires qui méritent vraiment d'être pris en compte. Moi, je voulais remettre un point aussi, surtout faire très attention à la réglementation européenne. Parce qu'il ne faut pas non plus que cette réglementation nous exclue. Parce qu'en fait, on a évolué, c'est vrai, sur l'Hexagone et dans les pays européens, s'il vous plaît. Actuellement, c'est plutôt tout ce qui est ressourcerie. En fait, mais nous, on n'en est pas encore là. Donc il faut faire très attention qu'on ne soit pas exclu sur ces aides-là et qu'on fasse attention à nos territoires. Tout à fait. D'autant plus que... Préciser quand même le chiffrage de vos propositions, c'est 250 millions plus les exonérations de TGAP. Oui, plus les exonérations de... Oui. Plus déjà ce qui existe actuellement. C'est un autre dispositif. Bon, voilà. C'est la coexistence de différents dispositifs. Bonjour, Rabi Seyladinani pour Outre-mer 360. Je pense qu'on a tous senti que vraiment le sujet vous tient à cœur et que ce que vous avez vu sur ces différents territoires vous ont profondément marqué. On a bien compris également qu'il y avait une urgence absolue, un plan Marshall XXL. En tout cas, moi, j'ai retenu cette expression. J'aimerais savoir par rapport à l'importance de ce rapport, comment vous allez mettre en place, j'imagine, une stratégie pour ne pas que ce rapport, finalement, soit un rapport parmi tant d'autres, parce que des rapports, on en a eu énormément, que ce soit sur les déchets ou sur d'autres sujets problématiques au niveau des Outre-mer. Donc, quelle est votre stratégie pour essayer que ce rapport, finalement, aille le plus loin possible et pour que les propositions que vous avez émises soient entendues? Le président a déjà répondu partiellement à la réponse. Nous avons un suivi au Sénat sur les préconisations qui sont adoptées par... Est-ce qu'il y a un planning Donc on va faire un suivi et automatiquement, dès qu'on va légiférer, on va regarder. On l'a déjà fait là actuellement pour la TGAP, puisque le rapport n'était pas encore rendu, mais on a quand même déposé, c'est vrai, 2 amendements. Un pour une réfaction supplémentaire pour Guyane, Martinique, Réunion, qui a été adopté au Sénat, et une autre sur un gel de la TGAP. Donc en l'occurrence, il y a toujours un suivi de l'ensemble des rapports. Cette fois-ci, le suivi sera plus resserré. Ça, c'est un nouveau dispositif transversal à toutes les commissions et délégations du Sénat aujourd'hui, donc avec un tableau de bord qui vous permettra d'avoir une visibilité. On a commencé d'ailleurs un peu par anticipation au mois de juillet sur notamment les risques majeurs, avec une audition de contrôle du gouvernement et un tableau synoptique qui traçait l'ensemble des recommandations et l'état d'avancement et les mesures mises en œuvre. Donc ça permet quand même d'assurer un suivi. Et puis vous aurez à l'issue, à la fin de ce rapport, effectivement, merci Dina de me le montrer ainsi, effectivement le modèle type de tableau de suivi, tableau de bord qui sera transversal à l'ensemble des travaux du Sénat et qui nous permettront régulièrement au sein de la délégation et au sein d'autres groupes de vérifier dans quelle mesure les dispositifs sont mis en œuvre. Et effectivement, Viviane, par anticipation, puisqu'elle porte ce sujet TGAP depuis des années maintenant, ça a été suivi et voilà, le rapport s'inscrit dans cette filiation. On ne sait pas dans la navette ce qui en deviendra. Simplement vous dire que donc d'abord notre délégation, je le dis parce qu'on ne l'a pas exprimé, elle est moitié composée par vos sénateurs ultramarins et par des sénateurs hexagonaux. Parce que donc la France, elle est composite. Et le tout de la France, c'est l'ensemble de ces départements. Et simplement dire que cette délégation, j'y appartiens depuis 8 ans, il y a 8 ans que je suis au Sénat. C'est une délégation passionnante parce que quelque part, comme dit la pub, elle ne lâche rien. C'est-à-dire que lorsque nous émettons des rapports, c'est pas faire un rapport pour un rapport, c'est que même avant que notre vice-présidente, Madame Greny, veuille resserrer donc, la chose et avoir un tableau de bord de suivi, ce qui est une excellente chose, les sénateurs ultramarins, lorsqu'il y a un rapport qui a été fait,
On en avait fait sur le sucre pour la Réunion. J'avais donc porté, moi, à la Commission des affaires européennes, le fait de minimiser l'accord avec le Vietnam, qu'on a fait tomber, parce que sinon on plombait la filière. C'était extrêmement dangereux. Il y a eu un rapport sur le sport. On a fait passer des amendements. Il y a eu donc le rapport évoqué par notre président. Donc là, aujourd'hui, on est passé sur une autre phase, parce que de ce rapport que nous venons de vous présenter ce matin, il y a des dispositifs qui vont toucher l'Europe. Là, on va s'en emparer avec Mme de Cidrac, on va les faire transiter au sein de la Commission des affaires européennes pour faire une proposition de résolution. On va avoir le débat en séance, où on va présenter, comme l'a dit Mme Mallet, nos préconisations. Et ensuite, dans toutes il y a quand même 26 mesures que nous préconisons. Nous ferons donc un suivi et surtout, nous nous rapprocherons donc des territoires. Et chaque fois qu'un texte de loi ou une PPL viendra en niche qui ciblera un de nos aspects, nous ferons, par voie d'amendement ou par proposition de loi, nous déposerons des textes. On ne peut pas, je crois, tenter de faire mieux et on le fera. Et je tiens, moi, à parler de ce qui nous lie. C'est-à-dire que entre ultramarins et hexagonaux, on est donc une seule main là-dessus pour tenter de porter ces problématiques. Et voilà, c'est pour répondre en complément, madame, à votre questionnement. Je crois que M. Fontaine, qui est en visioconférence, voulait nous poser une question. M. Fontaine ? Bon, écoutez, ce n'est pas le cas. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose de lever cette conférence de presse. Et puis, n'hésitez pas à entretenir les liens nécessaires pour que nous puissions continuer à nous abreuver des réflexions qui ont été celles de la délégation tout au long de ce travail et qui vont évidemment se poursuivre maintenant dans les mois qui viennent. En tout cas, merci de votre disponibilité et de votre présence. Pardon ? Ah, M. Fontaine, pardon ? Ah, M. Fontaine a envoyé la question. Des réglementations nationales et européennes, par exemple le tri obligatoire des biodéchets à horizon 2024. Les territoires d'outre-mer sont-ils en capacité d'appliquer cette mesure, donc sur les biodéchets? Ouais, on l'a pointé ce matin dans le rapport, oui, très clairement, oui. Et je ne crois pas qu'il y ait que l'outre-mer qui ne sera pas en capacité de mettre en œuvre cette réglementation début 2024. On en reparlera, je pense, au niveau national. Et à plus forte raison en outre-mer pour des raisons de distance, d'éparpillement et de géographie parfois de nos territoires. Et donc je pense que le principe de réalité voudrait effectivement qu'on puisse adapter. Et c'est ce qu'on appelle, nous, à la délégation, un terme qu'on aime beaucoup sur la différenciation. Et je pense que ça peut commencer par là. Et ce serait une belle mise en œuvre, en l'occurrence, sur un sujet qui pourtant préoccupe l'ensemble de nos élus et des territoires. Par contre, on peut dire que Saint-Pierre-et-Miquelon est un modèle en la matière. Parce que tout à fait. La collecte des biodéchets existe déjà à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, et c'est parce que nos réalités sont toutes différentes. Ce qui fait que sur certains territoires, ce qui vaut sur l'un ne vaut pas sur l'autre. Et effectivement, chez nous, on a réussi ce traitement des biodéchets. Et on espère évidemment que tous les territoires puissent y passer, mais ça demande des investissements colossaux, ça demande des filières de collecte à mettre en œuvre. Donc ce sont des problématiques qui sont complexes à horizon 2024. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. Merci.